Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Money Tree. Je suis content aujourd'hui de recevoir Karine, que certains connaissent sous le pseudo de Mum Investor sur Instagram. Salut Karine. Bonjour Julien. Comment tu vas ? Très bien, merci pour l'invitation. Enfin, je te demande comment tu vas, mais en fait, je le sais très bien parce que du coup, tu as passé le week-end à Toulouse. On s'est vu pas mal de temps. Donc, je me suis dit, chouette, on peut peut-être en profiter pour enregistrer un épisode. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on ne sait pas trop encore ce qu'on va vous dire, même si Karine a préparé quelques trucs. Mais c'est vrai qu'elle est aussi assez imprévisible. Alors, du coup... Du coup, on va voir quel sujet on va traiter, mais a priori, on va parler quand même pas mal d'immobilier. On va quand même parler certainement aussi de crypto, et puis on va peut-être parler aussi de vie de famille, parce que c'est avec un pseudo comme Mum Investor, hein, pour ceux qui parlent pas très bien anglais, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, vu que le nom du podcast est aussi en anglais. On va dire que Mum, c'est maman, et Investor, c'est ça. Investisseur. Donc voilà, on couple les deux. Donc écoute, je vais te laisser te présenter, Karine, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait comme parcours, parce qu'on a tous un parcours atypique et différent, donc on est tous curieux de connaître celui des autres. Très bien. Donc effectivement, je suis maman, j'ai 2 garçons, un de 11 ans, Clément, et un de 6 ans, Florent. Et voilà, j'habite sur la côte basque maintenant, depuis 4 ans à peu près. Et j'ai commencé à investir dans l'immobilier quand on est arrivé sur la côte, il y a 4 ans aussi, quoi. Ça fait pile poil, là, c'était septembre 2018, mon premier passage chez le notaire. Ok, ouais. Et c'était quoi ce premier investissement ? Alors, on venait juste de quitter Toulouse et j'avais découvert quelques mois avant l'investissement immobilier. Et au début, je m'étais dit, Airbnb, ça le vend en poupe, c'est pas mal, ça me plaisait bien. Et avec le budget que j'avais, du coup, je cherchais des appartements sur Toulouse, mais j'arrivais pas à trouver. Et au final, en passant la Garonne, en allant juste de l'autre côté, pour le même budget, j'avais un appartement avec 4 chambres et 4 colocataires. Et je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire une coloc. C'était moins risqué. Et voilà, j'ai acheté mon premier appartement, du coup, septembre 2018, une coloc qui tournait déjà. Okay. Qui n'était pas optimisée, mais qui tournait déjà. Ok. Dans une ville que tu connaissais ou pas du tout ? Oui, Toulouse. Ah, dans Toulouse, pardon. Oui. Ok. Juste au côté de la Garonne. Ça reste encore Toulouse. Ah, mais c'est vraiment un Toulousain, quoi. En plus, je la connais, cette coloc. Ok. Et donc, c'est à partir de là que tu as commencé à investir. Et après, tous tes autres investissements, tu ne les as pas fait sur Toulouse ? Non, après, j'en ai fait sur Bayonne, sur Pau, sur Saint-Jean-de-Luz et Pays Basque intérieur, là, maintenant. Ouais. C'est devenu mon nouveau terrain de jeu, ouais. Donc, plutôt proche de chez moi. Ici, c'est le plus loin, quand même. On est à 2h30 et je reste à max 1 heure. Je trouve que c'est pas mal. Bon, après, ici, j'ai une personne de confiance si j'ai un souci, mais j'aime bien quand même être proche de mes investissements, ouais. Ok, mais pour le coup, tu fais quand même partie de ces gens qui ont investi. Alors, c'est très sud-ouest, effectivement, mais tu fais partie de ces gens qui ont investi pas forcément à côté de chez eux. Enfin, au départ, oui, mais qui se sont retrouvés aussi avec des investissements un peu à côté, des investissements un peu lointains, au milieu, proche de la famille aussi, peut-être. Mais parce qu'il y a 2 écoles, hein. C'est vrai qu'il y a l'école très proximité, puis il y a l'école, j'investis n'importe où à l'opportunité aussi. Comment tu arrives à le gérer ça aujourd'hui, du coup, d'avoir des investissements un peu partout ? Alors, j'avais pris aussi cette coloc parce qu'il y a une personne du coup qui gère. C'est une coloc un peu atypique. En fait, je travaille avec des salariés étrangers pour Airbus. Et du coup, c'est une personne qui travaille pour Airbus qui place ces personnes-là. Elle a un homme de confiance quand on a un souci d'évier ou quelque chose comme ça. Donc, au final, l'appartement tournait. Il n'était pas optimisé, comme j'ai dit. Mais ça m'avait rassurée de savoir que je pouvais tout déléguer. Elle fait les visites, elle fait les baux, elle s'occupe de tout. Et par contre, comme elle n'était pas optimisée, du coup, quand il y a eu le Covid, Airbus a dit « Vous êtes bien gentils, les salariés étrangers, mais vous repartez travailler chez vous. Le télétravail depuis Toulouse, ça coûte trop cher. » Et du coup, en août 2020, sur les 4 chambres, j'en ai 3 qui sont parties. Et là, je suis venue 15 jours avec mon plombier, mon électricien, un peintre. Et on a repimpé l'appartement.
Et j'ai pu du coup vraiment augmenter le prix des chambres et booster du coup sa renta. Ouais. Ok. Ouais, finalement, c'était une opportunité. Exactement. Ce qui, au début, était quand même assez compliqué, sûrement, Oui. à accepter. Parce que quand ils sont 4, c'est difficile de venir faire des travaux. À 1, c'était facile. Voilà, on a fait sa chambre, j'ai changé de chambre, il est repassé dans l'autre chambre. Bon. Du coup, il avait un appartement tout neuf et il était hyper content. Lui, il devait être royal, tout seul, dans un appartement. Bon, après, on faisait un peu de bruit des fois. Mais... Ouais, mais bon, quand même. Ok. On va revenir après sur les chiffres de cette première coloc parce que c'est important. Mais qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier, justement c'est quoi ton parcours avant l'immobilier? Ouais. Alors moi, j'ai passé 15 ans dans le salariat. J'étais gestionnaire de projets, différents projets, que ce soit en supply chain ou aux achats. J'ai travaillé donc en agroalimentaire. J'ai commencé chez Coca-Cola. J'ai vraiment commencé un petit peu chez Carrefour en stage, puis je suis rentrée chez Coca-Cola, puis chez Danone dans la branche biscuits pour Lu, où là du coup j'ai fait plusieurs postes supply chain achat, et le dernier poste c'était pour arriver à trouver de la productivité avec les directeurs d'usine et voir comment on pouvait optimiser les lignes de production, quoi. Okay. Donc c'est des postes vraiment passionnants. Puis mon mari a eu sa mutation du coup sur Toulouse. Et en arrivant sur Toulouse, au final, je suis rentrée chez Airbus. C'est un peu le parcours logique. Donc, comme voilà, beaucoup, donc parcours, beaucoup de Toulousains. Donc un parcours du coup agroalimentaire et après aéronautique. Et ma force, pourquoi j'ai réussi du coup à rentrer quand même chez Airbus, c'est que moi, je sais gérer les projets, je sais gérer les hommes. Et c'est comme ça que j'ai réussi du coup à convaincre en entretien, que ce soit de la farine, taux d'humidité de farine que je n'ai jamais compris, ou la force du serrage d'un boulon. Moi, au final, il faut que je sache m'entourer des personnes qui savent faire, quoi. Ah ouais. Voilà. Donc plutôt axé management et pilotage de projet, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc moi, j'ai toujours eu des postes salariés qui me plaisaient, et quand mon poste ou ma mission me plaisait plus, je faisais partie des gens qui allaient voir leur manager et disaient voilà, comment on fait, qu'est-ce qu'on change, ou est-ce que tu veux pas créer ce poste parce qu'il y a un besoin, ou est-ce que cette personne part et est-ce que je peux la remplacer. Donc moi, j'ai jamais été de celle qui le vendredi dit vivement c'est le week-end, et le lundi c'est horrible, on commence la semaine. Voilà, moi j'ai toujours aimé ce que je faisais, et dès que j'aimais plus, en un mois ou deux, je trouvais l'opportunité de changer et d'évoluer, quoi. Toujours se bouger pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir, quoi. C'est ça. C'est ça. Chouette. Et ça marche, hein. Et si on dit aux gens ce qu'on veut, moi j'ai toujours les postes que je voulais, parce que j'étais toujours de celles qui disaient moi ce poste il peut m'intéresser, et le jour où il y a un changement de poste, ils pensent à vous. Puis si tu demandes pas, tu n'as pas, tu n'obtiens rien. En si fait, tu demandes pas, à la base, c'est de demander si on veut quelque chose. Et en immobilier, c'est pareil, hein. Si tu ne demandes pas un prix, tu n'as pas le prix, hein. Ouais, tout à fait. Ok, donc après salarié, donc en 2018, là, cette première coloc, tu étais salarié. C'est ça, donc moi j'ai eu Clément en 2011, quand on a déménagé entre Paris et Toulouse. Et j'ai eu Florent en 2016. Et quand j'ai repris mon job à temps plein du coup pour Airbus avec Florent, c'était très compliqué parce que Florent arrêtait de dormir à 3h, 3h30 du matin, quoi. Donc le manque de sommeil, c'est une torture, mais horrible. Horrible. Le midi, j'allais dormir à l'infirmerie, mais bon, à un moment, c'était plus tenable. Et Google et YouTube étant, à mon avis, mon meilleur ami, en tapant comment faire en sorte que son enfant dorme, pourquoi mon enfant ne dort pas, et j'ai des suggestions de vidéos d'investisseurs, en plus c'était des Toulousains, rien à voir, quoi. Qui expliquaient, moi j'ai un appartement, j'ai de la LCD, alors c'était beaucoup de la LCD à l'époque. C'est quoi le rapport avec le fait qu'un enfant... Et je ne sais pas, c'est les suggestions. C'est les suggestions Google. C'est très étonnant de la part de Google, qui a quand même un algorithme qui est assez pertinent. Ah bah là, oui, mais il s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut que je l'aide. Ah ouais, non, mais écoute... il y a peut-être une solution. C'est quand même hallucinant de se dire que tu t'es mise à l'immobilier parce que Google n'a pas été capable de répondre à ta question. Surtout que c'était des recherches de couches lavables, des recherches... c'était très maman, la parentalité... Ouais. Mais l'enfant ne dort pas, qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger. Ça doit être un Instagrammeur ou un YouTubeur pas très expérimenté en marketing digital qui a mal paramétré sa cible, qui du coup ça a dû lui coûter un bras parce qu'il rayonnait trop large. Et du coup, ça a été bénéfique pour toi. Ouais, du coup, je rentre dedans, j'ai commencé à regarder ces vidéos et je me suis dit pourquoi pas, je suis sûre que j'ai encore une capacité d'emprunt. Et au tout début, je me suis dit, du coup, je vais peut-être faire ça. Ils parlaient tous de cash flow positif. Et je me suis dit, du coup, peut-être que je pourrais passer au 4/5e. Du coup, au moins, je ne travaillerai plus le mercredi. Je pourrais du coup passer plus de temps avec Clément. Et puis, peut-être qu'avec un peu de chance, je pourrais peut-être moi aussi dormir. Ou... En tout cas, la semaine coupée en deux, ça me ferait du bien. J'avais commencé à me dire, tu vas investir pour juste compléter ton salaire et passer au 4/5e. Et puis, au final, c'était pas ça la bonne idée. Enfin, voilà. Après, ça va vite dans ma tête, quoi. Et je me suis dit, tu vas faire mieux que ça.
Florent avec 1 an et demi. Et je me suis dit, ben voilà, tu vas demander un congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et du coup, alors oui, la CAF paye 300-350 € par mois, mais j'avais des économies de côté. Et je me suis dit, ben voilà, tu peux subvenir à tes besoins pendant 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi, ben, tu achètes de l'immobilier. Alors, je ne pensais pas acheter autant, mais je me suis dit que je ne pourrais pas faire des visites le samedi matin avec tout le monde. Ce n'était pas comme ça que je voyais ce genre d'investissement. Je me voyais faire des travaux. Enfin, donc un 4/5e, au final, ça aurait été pire parce que j'aurais géré de l'immobilier, plus mes enfants, plus pas dormir, plus... bon. Et donc c'est là où tu as démarré. Et donc, voilà, donc j'ai demandé ce congé parental à mon employeur. Et là, ma grosse force, et c'est ce que je dis du coup à certains qui me disent mais moi, j'ai pas de temps pour investir, je sais pas comment faire. Alors, il faut avoir un enfant de moins de 3 ans. C'est un critère, mais bon, on est beaucoup là, à 30-40 ans, à avoir des enfants de moins de 3 ans. Mais ça, c'est vraiment un gros tips. C'est que moi, j'ai été voir la banque avec mes fiches de paye à 0 €, parce que tous les mois, on reçoit une fiche de paye, comme qu'on est bien salarié. Mon avenant au contrat qui dit que voilà, j'ai un contrat qui est stoppé momentanément et que je reprenais, donc c'était en juillet 2019, à temps plein, avec ce salaire-là, à ce genre de type de poste ou équivalent, là, comme ils savent marquer. Et la banque, ça leur a posé aucun problème. Voilà, c'était mon projet, c'était ben voilà, effectivement, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour les enfants, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, d'en profiter pour faire ça. Donc je partais avec mon petit qui hurlait sous les bras à faire des visites. Les pauvres ça devait être sympa. C'était pas toujours sympa pour eux. Mais ma force, c'était d'être là où les autres n'étaient pas, quoi. Je faisais des visites en pleine journée. J'ai assisté à des ventes aux enchères. Bon, ça n'a jamais été concluant parce que c'est des fois un peu le combat de coq et du coup, ça portait souvent au-dessus du prix du marché. Mais j'étais aux ventes aux enchères le jeudi à 15h quand ceux qui sont salariés ne sont pas là ou ne prennent pas le temps de prendre un temps de repos pour y être, quoi. Donc voilà, grâce à Google et YouTube, passer de comment faire dormir mon enfant à comment investir. Comme quoi, il y en a qui ont des vocations et puis il y en a qui n'en ont pas du tout et qui tombent là-dedans complètement par hasard. Mais au final, tu as réussi quand même à mieux dormir, à faire mieux dormir tes enfants et à résoudre tes problèmes initiaux. Alors, en fait, il faut se dire que si votre enfant ne dort pas, c'est comme s'il a encore la couche à 4 ans ou s'il ne marche pas à 2 ans. À un moment, il marche, il a plus de couche et il dort. Exactement. Voilà. Moi, j'ai eu des enfants qui ont eu des couches 1 an et qui ont marché à 1 an, 1 an et demi. Bon, ils n'ont pas dormi tout de suite. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Exactement. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Hein. C'est juste le temps qui aide. Et après, donc là, tu as démarré donc, par la coloc, c'est ça? Voilà. J'ai commencé avec cette première coloc. Toutes ces visites-là avec ton enfant dans les bras, ça a amené la coloc. Donc, tu peux nous dire un peu quelques chiffres avant de nous parler de tes investissements suivants? Sur ce projet-là? Ouais. Alors, ce projet-là, du coup, ça faisait partie des grosses négos puisque j'ai été voir, du coup, le Crédit Agricole, qui est ma banque, pour savoir un petit peu combien je pouvais emprunter. Voilà, je sais qu'on dit, oui, il ne faut pas aller voir la banque, il faut savoir, il faut calculer vous-même. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas banquier, je ne sais pas à combien j'ai droit. Et la banque me suivait pour un peu plus de 300 000 €. Donc, du coup, ce premier investissement, c'était un vendeur qui avait déjà 3 biens dans la même résidence. Il en vendait 2 à 210 000 et 1 à 190. Voilà, sa salle de bain n'était pas refaite et voilà, c'était un peu plus atypique comme locataire, on va dire. Et je me suis allée avoir fait une proposition à 130 000. Voilà. Alors ça, c'est avoir écouté des YouTube avec Quentin Doulcier, voilà, qui m'a vraiment appris à ne pas avoir peur de négocier, de casser les prix. Donc Quentin, merci encore. Donc 130 000, bon, il a dit non, hein, voilà, vous vous doutez bien, mais il a dit oui à 150. Et ce que j'ai fait pour l'avoir, puisque c'était des biens qui revenaient sur le marché, c'est que je lui ai dit que j'enlevais la clause suspensive de prêt. Alors, quand on dit qu'on enlève la clause suspensive de prêt, ça ne veut pas dire que j'ai 150 000 € à la banque cash et que je vais le payer. Hein. Voilà, certains imaginent ça. C'est juste que chez le notaire, on signe que j'ai le droit de faire un prêt, mais que si jamais je fais un prêt et qu'il est refusé, je suis obligée d'acheter. Bon, après, on n'est jamais vraiment obligé, on paye des pénalités, bon, on arrive toujours à sortir, mais en gros, c'est ça. Et lui, ça l'a rassuré parce qu'il avait vraiment besoin d'argent, parce qu'il avait commencé un autre projet de promotion immobilière derrière. Et du coup, il a accepté à 150 000. Ça, voilà. C'est cool. Et donc, le truc était déjà full occupé. Donc, il était plein, voilà. C'est-à-dire que quand je suis passée, je me souviens très bien en septembre 2018, quand je suis passée chez le notaire, là, à côté de la place du Capitole, c'était le soir, là, il faisait beau, il y avait le soleil.
Et je me disais, ouais, tu viens de te récupérer 4 fois 650 € de caution. Donc, bon, déjà sur le compte, ça fait un beau virement. Même si c'est pas notre argent, la caution. Hein. Faut pas jouer avec. On doit la rendre. Hein. Voilà, certains sont embêtés après. Mais voilà, on se récupère 4 fois 650 € de caution. Et puis, dès la première nuit, on gagne de l'argent, quoi. Ouais, voilà. tu rentres direct en rentabilité, direct en rendement, je veux dire. C'est ça. Et en amortissement aussi, parce que et en amortissement tu n'as pas aussi. différé. Exactement. Voilà, je savais que le nerf de la guerre, c'était de pouvoir négocier avec cette clause suspensive de prêt. Et après, l'autre nerf de la guerre, qui moi m'a vraiment aidé à faire cette boule de neige, c'est le différé. Voilà. Mais je voulais pas l'utiliser sur ce premier parce qu'il m'avait dit 300 000. Là, j'avais touché que la moitié. Donc, je savais que j'avais encore 150 000. Et quand on est arrivé, du coup, sur la côte basque, j'ai regardé des appartements sur Bayonne. Et pareil, il y avait un appartement. Donc là, c'était un T4 avec un grand salon. Du coup, que j'ai transformé en T5. Et l'appartement était affiché à 189. Et pareil, c'était encore quelqu'un qui leur avait dit « je vais vous le prendre ». Et puis, il avait des crédits auto qu'il n'avait pas dit à la banque, qu'il n'avait pas dit à l'agence. Et au bout de quasiment 1 an, il a dit je le prends pas. Et là, ils avaient besoin du coup d'argent pour payer la maison de retraite du coup du papy. Et là, j'ai fait une proposition à 110 et ils ont dit oui à 120 ou 121, quelque chose comme ça. Okay. Donc là encore, très grosse négo parce que sur la côte... Même typologie de bien. Mais alors, beaucoup plus joli parce que c'était avec du parquet, dans une plus petite résidence. Parce que là, Toulouse, voilà, ça reste une grosse résidence. C'est à côté de Purpan, donc c'est très calme, c'est à côté de la coulée verte. Mais l'immeuble n'est pas très joli. Là-bas, à Bayonne, c'est au-dessus de la gare. C'est des petits immeubles avec 2 entrées et 4 étages. Beaucoup plus famille, avec du parquet au sol. Donc, du coup, il est très chaleureux, il est très joli, très lumineux. On donne sur la verdure. Donc, coup de cœur, en plus, moi, je me dis toujours, il faut que tu achètes quelque chose que tu peux revendre. Donc, autant là sur Toulouse, je savais que c'était une renta et ce serait quelque chose facile à revendre derrière. Autant sur Bayonne, oui, on a soit la renta, soit la résidence principale. Et en termes de rendement, on est à peu près pareil sur les deux types de biens ? Alors, moi, dans mes calculs, du coup, il fallait que je gagne entre 400 et 500 € de cash flow par mois. C'était ce qui me rassurait. Je me suis dit, si tu as un cumulus qui tombe, si tu dois faire venir quelqu'un, dès qu'on fait venir un artisan, on a pour 300 balles. Même s'il a changé une bricole entre le déplacement. Bon. Donc, du coup, voilà, je m'étais dit 400-500 €, c'est pas mal. Et au final, sur Bayonne, je suis quasiment à 1 000 €. 1 000 €. Ouais, parce que le loyer que je pensais mettre, j'ai mis bien plus et ça a marché. Et j'ai des locataires qui sont restés 2 ans et demi. Là, les premiers commencent à partir. Okay. C'est fou, hein ? Ouais, 2 ans et demi, c'est assez long pour une coloc. Ouais. Parce que je mise sur des jeunes travailleurs. Ouais. Voilà. Plus que les étudiants. Au départ, sur les 4, du coup, on avait fait rentrer un petit jeune qui, lui, on savait qu'il allait partir après à Saint-Sébastien au mois de mai. Ils sont rentrés au mois de juin. Donc voilà, il restait à peine 1 an. Et après, j'avais une jeune fille étudiante en alternance, mais du coup, elle a fait toute son alternance. Elle a fait 3 ans et elle vient de partir juste là, fin août. Ouais, ce qui est plutôt confortable effectivement pour une coloc. Oui. En termes de turnover. C'est ça. Et du coup, donc là, on est en septembre, j'achète Toulouse. En décembre, j'achète Bayonne. Et après, j'ai fait coup double sur Pau. Pau, on est au mois de... Donc entre les deux, pour ceux qui connaissent pas trop la géographie, à peu près quoi. C'est ça, à peu près, sur le passage en tout cas. Ouais. Et Pau, donc ça veut dire que j'avais un appartement qui tournait sur Toulouse. J'avais un appartement en chantier sur Bayonne. Au mois de mars, on était en plein chantier parce que j'ai fini les travaux au mois de juin. Et au mois de mars, du coup, je vais voir donc cette fois-ci plus Crédit Agricole qui m'a dit vous êtes bien gentil, mais aïe, on a dépensé les 300 000 €. Hein. Donc vous revenez dans 2-3 ans. 2-3 ans, ça a commencé à me plaire cette histoire d'immobilier. Donc j'ai fait le tour des banques et du coup, c'est la Société Générale qui m'a financé. Au départ, un appartement sur Pau, donc c'était un T5 et le vendeur en vendait 4, lui, 2 dans un bâtiment, 2 dans un autre. Donc là, on repart dans la même typologie de bar d'immeuble années 60, mais juste en face de la fac. Voilà. Et je négocie aussi très bien le T5. Et puis, pour une bouchée de pain, on va dire que pour 60 000 €, il accepte du coup que j'achète l'autre T4. Donc, j'ai payé 90 le T5 et 60 000 le T4 avec très peu de travaux. Il y avait une cuisine à changer, une salle de bain à repimper et un peu de peinture. Ils étaient propres, quoi. Ce qui est vraiment dérisoire, 60 000 €. Ce qui est vraiment dérisoire. Pour 3 chambres. Oui. Non.
Ouais. En fait, je suis toujours tombée sur... à part, Toulouse, il avait vraiment besoin d'argent et lui, il avait acheté à peu près le même prix que moi. Il essayait de faire une culbute. En fait, il n'a pas fait de culbute, mais au moins, il a récupéré du cash. Mais que ce soit sur Bayonne ou sur Pau, mes vendeurs, c'était les vendeurs, ceux qui avaient acheté en fait à l'origine. Et bon, j'oublie les chiffres, mais je crois il avait acheté quelque chose comme 20 000 euros à l'époque. 20 000 euros un appartement. Oui, donc pour eux, ils avaient déjà fait. En plus, ils allaient payer de la plus-value, donc voilà. C'était pas ok. Les 30 ans étaient passés, c'était leur résidence principale. Ah oui, non, ils avaient même pas de plus-value à payer. Pour Bayonne, non, Bayonne, ils avaient acheté dans les années 70, quoi. C'était les primo-accédants, quoi. Ils avaient acheté en francs, effectivement. En francs, équivalent 20 millions. Je me souviens plus comment ça faisait, mais je crois que j'avais calculé, c'était entre, celui de Bayonne, c'était entre 15 000 et 20 000 euros, si on devait le reconvertir aujourd'hui. Ouais, d'accord. 100 000 à 150 000 francs. Quoi. Donc, il récupérait beaucoup d'argent. Et voilà. C'est sûr que quand on tombe sur... C'est ça que c'est toujours important dans les questions qu'on pose en visite. Depuis combien de temps vous l'avez ? Quelqu'un qui a acheté il y a 2 ans, il doit la même chose que ce qu'il a acheté. Plus 8% de frais de notaire. Donc la négo est compliquée. Et attention, pour tous les adeptes du financement à 110%, eh ben non, vous allez devoir un peu plus même que le prix d'achat. Donc, parce que le bien, il ne prend pas 10% en un an, hein, souvent. C'est ça. Et en plus, les frais, vous ne les amortissez pas non plus en un an. Hein, donc, je fais juste une parenthèse, parce qu'on ne donne pas de conseils ici, mais par contre, on peut donner un conseil quand même bienveillant qui est attention au financement à 110%. Ça a ses limites sur des biens où il y a très peu de plus-value à très court terme. C'est ça. Donc effectivement, tu l'as dit, poser la question de quand on fait une visite, quand est-ce que vous avez acheté l'appartement, ça peut aussi vous aiguiller sur est-ce qu'il y a une négo qui est possible ou est-ce que clairement ça va être fermé parce que le mec il est un peu pris à la gorge et qu'il est obligé de vendre. Enfin, il y a celui qui est pris à la gorge et qui doit vendre coûte que coûte, et peu importe le prix parce que lui, pour le coup, il a peut-être pas de crédit. Et il y a celui qui est pris à la gorge parce qu'il doit rembourser un crédit, quoi. Et là, c'est plus compliqué. Ok, donc là, on en est à 1 à Toulouse, 1 à Bayonne, 2 à Pau. 1 à Pau, un T5 à Pau et un T4 à Pau. C'est-à-dire que moi, quand j'étais voir la Société Générale, j'ai été les voir pour 90 000 euros le T5. Ouais. Bon, premier rendez-vous. Et puis au final, je rappelle l'agent immobilier parce qu'elle m'avait fait visiter les deux. Et je lui ai dit, je vais faire quand même une offre sur l'autre. Et puis Société Générale, j'aurais dit, on peut rajouter 60 000 là. Elle me dit, bon, pour 60 000 euros, vous avez un T4 à Pau. Oui. Oui, non, c'est vrai que c'est pas du tout risqué, quoi. C'est très intéressant. Et du coup, elles m'ont financé et j'ai pu du coup tout financer avec mes fiches de paye toujours à 0 €. Voilà. Et du coup, j'ai pas repris mon travail. Voilà. Alors, c'était pas forcément prévu parce qu'au départ, même en déménageant, du coup, mon ancien chef qui avait changé entre-temps, parce qu'en 18 mois, ça tourne. Comme je m'occupais du coup de la surveillance qualité de certains fournisseurs aéros du Grand Sud-Ouest, mais comme j'étais beaucoup déjà en déplacement, c'était possible de continuer à être en déplacement et de venir 1 jour ou 2 par mois, du coup, en réunion mensuelle là, sur Toulouse. Et du coup, l'équipe avait changé. Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça. Il faut au moins que tu sois 3 jours par semaine sur Toulouse. Moi, j'avais un enfant de 3 ans, un autre de 8-9 ans. Bon, c'était pas du tout le deal, quoi. Donc, du coup, j'ai dit, je reprends pas, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? Tu t'es dit, bon, financièrement, comment je vais faire ? Alors, financièrement, donc, j'avais Toulouse qui me rapportait 400 €. Voilà, c'était inchangé. Bayonne, je pensais que ça allait me rapporter... Non, Bayonne, j'avais déjà réévalué mon loyer, donc je savais que j'étais à peu près à 800-900 €. Et au final, donc, ça faisait 1 500 les deux. Pau, c'est là où j'ai commencé à acheter en SCI. J'ai acheté le grand en SCI et le petit en nom propre. Et on arrivait quasiment à un peu moins de 2 000 € en fait, de cash flow net, quoi. Voilà, donc je m'étais dit, de toute façon, ils n'ont pas voulu faire le licenciement économique. Et là, ça a été un peu une injustice. Parce que, enfin, pas licenciement économique, mais comment on dit, rupture conventionnelle. Voilà, rupture à l'amiable, rupture conventionnelle. Et j'ai vraiment vécu comme une injustice parce qu'en gros, ils m'ont dit, mais tu es un très bon élément, tu as vu les rapports qu'on fait sur toi, tu es quelqu'un qu'on veut faire monter, à qui on veut donner plus d'équipe et plus de pouvoir. Donc, tu n'es pas du tout le type de personne qu'on veut laisser partir. Donc, en gros, il y avait des personnes qui travaillaient mal, qui faisaient foirer des projets, qui étaient vraiment de très mauvais éléments et qui sont partis avec des chèques de 30-50 000 €. Et moi, j'étais un bon élément. Et en gros, on m'a dit, tu n'auras rien et on ne te fera pas de rupture. Donc, heureusement que du coup, mon mari avait eu sa mutation et on a pu jouer du coup le coup de rapprochement de conjoint avec Pôle emploi. Sinon, moi, je partais avec rien, quoi.
Et c'était hyper injuste. J'ai vraiment mal vécu ça. Parce qu'en gros, tu travailles, on est content de toi. Et je demandais même pas un chèque. En fait, ce que je voulais, c'était juste avoir le chômage. Voilà, ça faisait 15 ans que je cotisais. J'avais jamais eu le chômage. Je voulais juste ça. Et niet, ils n'ont pas voulu, quoi. Donc, j'étais à la fois triste, mais à la fois contente de quitter ce genre de société où tu te dis, en fin de compte, t'es juste bon à être un bon élément, mais derrière, t'as aucune reconnaissance, quoi. Donc, ce qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit, bon, de toute façon, du boulot, tu peux en retrouver. C'est pas parce que tu quittes ce boulot que tu ne retrouveras pas. Moi, j'ai toujours eu du travail. Et puis, j'avais le chômage. Voilà, j'avais réussi à avoir le chômage. J'ai dû bien batailler, mais j'ai réussi à l'avoir. Et puis, j'avais ce cash flow qui tombait. Et puis, je sentais que je continuais à investir. Et puis, voilà, on rentre dans la SCI. Je me suis dit, je vais avoir plein de biens dans des SCI. Puis, mes SCI vont me payer. Enfin, je me voyais déjà plus loin à encore générer plus d'argent et arriver, du coup, à en vivre réellement, quoi. À penser positive. Tu te projetais déjà de manière très positive. Et que si ça marchait pas, eh bien, du boulot, il y en a et j'en aurais. Voilà. Mais il y avait ce côté un peu liberté qui m'avait plu, en fait. Parce que quand on est salarié, oui, on a des vacances, mais on n'est jamais vraiment un peu libre de faire vraiment ce qu'on veut, quand on veut. Et il y avait ce côté d'aller à Leroy Merlin un mardi après-midi. Enfin, je sais pas, c'était... si je voulais travailler tard le soir, je travaillais tard le soir et je travaillais pour moi. Donc c'était un peu nouveau de me dire, voilà, je travaille pour moi et l'argent que je gagne, c'est moi qui gagne mon propre argent. Je ne dépends pas d'un patron qui, s'il y a un plan social ou si ça se passe mal ou n'a plus de clients, dit moi je coupe dans mes effectifs. Bon, ça peut m'arriver si moi j'ai plus de locataires, mais j'ai au moins la main mise sur comment je peux optimiser du coup mes biens et mon travail pour au final gagner plus et que ce soit vraiment pour moi. Oui, ça, c'est un peu magique, comme de se dire je gagne mon propre argent. Cette satisfaction de se dire que c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui le contrôle. C'est ça. Et c'est toi qui le fais fructifier aussi. Et si ça se casse la gueule, c'est ta responsabilité. Exactement, dans les deux sens, exactement. Mais c'est un peu comme un dentiste ou comme des professions libérales ou des entrepreneurs. Moi, je ne l'étais pas. Un plombier, lui, il a sa clientèle et il gagne son propre argent. Mais ça dépend de lui. Moi, ça dépendait d'un entretien d'embauche qui se passait bien et d'un poste avec un salaire plus ou moins bon. Oui, et d'être au rendez-vous au quotidien. Voilà. Et encore souvent, même pas. Il y a pas mal de boîtes où les gens ne sont pas forcément au rendez-vous et sont quand même là jusqu'à la fin de leur vie. On en connaît tous. Ok, chouette. Donc là, 4 apparts. À ce moment-là, tu te dis quoi tu t'es dit, oui, je vais aller encore plus loin, SCI, etc. Donc là, tu avais tout fait en LMNP jusqu'à présent. Voilà, c'est ça. J'en avais 3, plus une SCI. Du coup, avec le comptable, on s'était posé... Alors moi, c'est mes grandes questions toujours existentielles. 4, non, t'en avais 4. Oui, 3 en nom propre et en SCI. 3 en nom propre et un SCI. Parce que moi, les grandes questions existentielles que j'ai dans l'immobilier, comme je n'ai pas voulu réfléchir à la fiscalité, à comment ça allait se passer après, parce que je pense que si j'avais réfléchi à ça, j'aurais rien fait. Et je pense que c'est un blocage qu'ont beaucoup de gens avec « oui, mais si je passe à l'MP, oui, mais la SCI, blabla ». En fait, juste achète, fais les travaux et mets en loc. Tout se refait derrière. Au pire, on repasse chez le notaire. Enfin, il y a toujours des solutions. Et donc, du coup, j'avais acheté beaucoup vite et avec cette stratégie d'avoir beaucoup de loyers. Et d'ailleurs, même mon comptable, quand je lui dis, mais oui, je loue 500, 600 euros la chambre x4 c'est vachement bien votre truc. Ben oui. Mais du coup, c'est tellement bien que là, on a des problèmes de fiscalité, quoi. Et donc, du coup, premier choix, ça a été quand j'ai acheté Pau. Est-ce que j'ai acheté les 2 en nom propre? Est-ce que j'ai acheté les 2 en SCI? Est-ce que j'ai un seul en SCI? Et même lui, il ne savait pas trop répondre parce qu'entre la location nue et la location en meublé en SCI à l'IS, la réponse, on la connaît. Entre du LMNP et la SCI à l'IS en meublé, ce qu'on ne paye pas d'un côté, on paye de l'autre à la sortie. Enfin... Ouais, ça dépend des perspectives en fait et de la durée de détention du patrimoine. Notamment, voilà. Quoi. Mais qui est difficile à... Et puis, on joue avec les règles du jeu, comme il me dit toujours. Il me dit, on va prendre des décisions avec les règles du jeu d'aujourd'hui. Demain, après-demain, on ne sait pas. Donc, du coup, le choix, ça a été, je prends le grand en SCI, il serait peut-être un peu plus patrimonial. Il est au 13e étage, on a une super vue sur les Pyrénées. L'autre, il est au 4e. Donc, si je dois me débarrasser d'un, peut-être que ça serait le plus petit. Bon, c'est un peu du plouf-plouf, mais bon, voilà. Le raisonnement était un peu de se dire, faut être patrimonial sur ces 2 biens. On prend le plus grand avec la plus jolie vue. Et du coup, j'ai embarqué maman avec moi. Voilà. Qui, ça la fait rire. J'ai l'impression de jouer au Monopoly. Elle me signe les papiers. Oui, puis il te fallait un deuxième associé. Et en SCI, il me fallait un deuxième associé. Donc voilà, on a commencé du coup cette SCI avec maman. Et voilà, donc j'ai fait les travaux.
Et donc là, mars, ça a été assez long. Et la Société Générale, je crois qu'on est repassé chez le notaire qu'en septembre. Ah ouais. Ouais. Donc il s'était passé 1 an, jour pour jour, avec l'appartement de Toulouse. Et je crois que j'ai signé à 1 jour ou 2 jours près, quelque chose comme ça. Ok. Donc ça, c'était un peu marrant de se dire, ouais, en 1 an, j'ai fait tout ça, quoi. Ouais. Donc j'avais Toulouse qui tournait, Bayonne qui tournait très bien. Et Pau, je commençais les travaux. Et Pau, du coup, j'ai eu la rentrée étudiante de début 2020. Ils sont tous arrivés. Et en mars 2020, ils sont tous partis. Bon, alors comment je vais faire ? Bon, ils ne sont pas tous partis. L'avantage d'avoir acheté 2 appartements dans la même résidence, donc j'avais 7 chambres. Donc j'ai mis tout le monde dans le petit appartement, donc dans le 3 chambres. Ceux qui sont restés, ils sont restés dans le 3 chambres. Et le 5 chambres, et du coup, je l'ai passé en courte durée. Parce qu'il y avait quand même des déplacements avec cette histoire de masques, vaccins. Les hôtels, ils ne savaient pas trop comment ça se passait. Le restaurant, il n'y avait plus de restaurant. Donc, tous ceux qui étaient en déplacement, ils étaient bien contents d'avoir un appartement avec une cuisine. Donc, du coup, j'ai fait de la courte durée dans un T5. Voilà. C'est cool. On imagine toujours un T2. Exactement. Donc, voilà, jolie photo, et hop, mise en location sur Airbnb. Et lui, je l'ai gardé, du coup, jusqu'en janvier 2021 sur Airbnb. Et j'ai refait après la rentrée étudiante en janvier 2021, et il est resté après en coloc. T'as des rentrées en janvier Oui, à la fac. Oui. Ah ouais. Oui. Ah ouais, il y a des rentrées en janvier. Oui. Okay. Il rentre là en septembre-octobre. Plutôt octobre, ouais. Et après en janvier, ouais. Oui. Parce que moi, j'aime beaucoup travailler les étrangers. Donc, comme j'ai mes Indiens à Toulouse, voilà, c'est mon Bollywood. Ça, je vous l'ai pas dit, mais voilà, son petit nom, c'est le Bollywood. Et je travaille du coup avec des étudiants étrangers. Et pourquoi ? Parce que les appartements sont à 45 minutes, 1 heure de chez moi, donc j'ai pas envie de faire des visites. Et j'ai fait des visites avec des étudiants français qui viennent avec leurs parents, qui viennent revisiter avec leurs sœurs, et puis ils savent pas s'ils vont le prendre, et puis ils refont une visite. Voilà, je veux pas. Je l'ai fait 2-3 fois. Donc voilà, j'ai tout un système avec une vidéo, des jolies photos, et du coup, ils réservent d'avance. Ils viennent, ils font leur semestre. Alors c'est aussi un désavantage, parce que ça veut dire qu'ils partent vers le 20 décembre, et en janvier, j'ai à nouveau du coup une équipe qui arrive. Ils partent du coup au mois de juin, et donc du coup sur ces appartements, ce que je fais, c'est que quand ils s'en vont, l'été, je les mets tous les deux en courte durée. Ok. Donc j'ai un T4, un T5 en courte durée l'été. Et ce qui m'a permis cet été là, de repimper un peu un appartement. Là, j'ai eu des folies de faire une cuisine jaune, des fresques, pour ceux qui m'ont suivi. Voilà. Merci à ceux qui ont voté pour mes fresques. Mais voilà, pour faire des plus jolies photos. Les photos étaient jolies, mais c'était un peu trop pâle. Voilà, c'était un peu classique, où j'avais mis un peu de papier peint, mais c'était pas foufou. Et plus ça va, plus je fais des appartements marqués. Et j'étais très contente parce que là, j'ai une petite Mexicaine qui est venue avec sa maman, là, qui l'a installée, et elle lui a dit, oh là, ton appartement, t'as l'impression d'être dans Pinterest. Ah ouais. Ah, j'étais trop contente. Ah, c'est cool. Mais il faut être sacrément agile d'esprit quand même pour faire, et logistiquement parlant aussi, pour faire tout ce que tu as fait, parce que passer un appartement tous les ans, faire ce roulement de location meublée à la chambre, puis après location courte durée, puis je re-switch en meublé. Comment tu organises d'ailleurs la gestion de la courte durée ? Alors, j'ai trouvé du coup une personne qui a une société qui fait des états des lieux d'entrée, de sortie, et du coup, elle a des femmes de ménage. Alors, elle ne faisait pas du tout de courte durée, mais voilà, j'ai rencontré dans des apéros IMO, et je lui ai dit, mais du coup, avec tes femmes de ménage, est-ce que tu me gérerais du coup la partie ménage ? Moi, je garde la main sur la relation voyageur. Donc ils ont quand même leur numéro de téléphone parce qu'elle est sur place. Si jamais il y a un souci, c'est elle qui peut intervenir. Mais c'est moi qui gère la relation voyageur, qui gère le tarif des chambres, qui gère toute cette communication. Et elle, elle envoie la femme de ménage, donc elle me lave les draps et elle fait le ménage dans les appartements. Voilà. Donc elle, du coup, elle a une activité en plus et qui au final, elle est en train de développer avec d'autres personnes qui font du Airbnb. Elle n'est pas conciergerie, elle veut pas le faire. Enfin, c'est pas du tout son cœur de métier. Par contre, elle a ses femmes de ménage et des fois, c'est un peu le rush parce qu'il y a beaucoup de ménage à faire. Mais sinon, ça lui complète des fois des emplois du temps. Donc, du coup, pareil, trouver un peu l'opportunité et créer l'opportunité. Donc, j'ai quelqu'un sur place qui gère. Ok. Bon, donc du coup, c'est confortable pour toi aussi. Et après, ce que j'aime bien aussi à la courte durée, ça a été un petit peu comme il y a eu le Covid en 2020 avec mes Indiens, où j'ai pu venir faire des travaux dans l'appartement. Quand il y a les locataires, on ne va pas venir bricoler. Et moi, mes appartements, je veux toujours qu'ils soient nickel. Donc, du coup, ça me permet, je bloque l'appartement 2-3 jours et je viens faire du bricolage, voir ce qui se passe, changer quelque chose s'il y a besoin. Et du coup, l'appartement, il reste toujours bien, quoi. J'ai encore, je pense, trop d'affect pour mes appartements. Je sais que beaucoup achètent pour une rentabilité et se disent, on s'en fout, c'est un placement. Moi, j'aime bien être fière quand même de ce que je propose, quoi.
Moi, je partage carrément ça. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je fais plus du patrimonial que des biens à cash flow dans des bars années 60 parce que effectivement, j'aime bien quand c'est joli et j'aime bien avoir de la fake dedans. J'aime bien me projeter et me dire que ok, potentiellement, je pourrais y aller y habiter ou un de mes enfants pourrait y aller. Mais c'est pas très grave ça en fait, d'avoir de l'affect, je pense. Et il faut aussi parce que ça veut dire que tu vas entretenir ton patrimoine, ça veut dire que tu vas pas le laisser pourrir. Mais c'est un peu pour contrecarrer ce discours de certains formateurs qui disent on s'en fout si c'est loin. On s'en fout si on gère pas. Si jamais tu vas faire de la peinture ou tu vas faire un jour un ménage, c'est que t'as pas réussi. Faut tout déléguer. Tu sais, ce discours de voilà, si tu vas bricoler dans ton appartement, ben non, il faut que tu délègues à quelqu'un, c'est trop sale, quoi. Oh, on va pas faire ça. Ben non, moi j'aime faire ça en plus. Mais toi, ton métier aujourd'hui, c'est de t'occuper de l'immobilier. En fait. Exactement. De ton immobilier. Exactement. Donc en fait, si tu t'en occupes pas, tu fais quoi ? Oui. Tu fais quoi ? Mais je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas, tu vends des formations. Non, mais voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en fait. Tu vends des formations pour dire qu'il faut rien faire. C'est qu'en fait, exactement, il y a une différence entre faire du marketing digital pour essayer de vendre des modules et vivre de l'immobilier. Et gérer de l'immobilier. Alors vivre de l'immobilier, mais en le gérant. Parce que si tu le gères pas, tu achètes des SCPI, ça marche très bien. En fait. C'est ça. Et j'en ai des SCPI et c'est quand même super parce que tous les mois, tu reçois un texto. Vous avez gagné de temps. On m'a pas demandé de venir changer une ampoule, quoi. Bien sûr, mais ça, c'est pas être investisseur immobilier, on est d'accord. Exactement, voilà. Exactement. Donc, petit bisou à tous les formateurs YouTube et Instagram avec 3 apparts et une coloc dans la Creuse. Voilà. Bisous. Sinon, donc là, on est à 4. Maintenant, t'en es à combien, du coup ? Alors, on continue ? Vas-y. Alors, donc, on est en janvier 2020, donc je termine Pau, Covid. Et là, avec maman, on se dit, oh là là, il y a peut-être un coup à faire, l'immobilier va peut-être se casser la tronche. On aimerait bien avoir un petit appartement sur Saint-Jean-de-Luz, sur Cibourg, sur la côte, pourquoi pas. Bon, je vais à la recherche de mes annonces immobilières. Et là, du coup, je tombe sur une annonce où il y avait plusieurs appartements en vente dans une ancienne résidence Pierre et Vacances, où du coup, l'exploitant était parti depuis septembre. Et les propriétaires, voilà, ils avaient l'habitude, c'était du LMNP au départ, des investissements LMNP. Ils avaient l'habitude du coup de recevoir un loyer tous les mois, le gestionnaire qui s'occupe de tout, et là ils se sont dit attends, on se retrouve avec un appartement, on va le vendre. Bon, j'ai pu faire une petite négo, c'était pas foufou parce que ça reste quand même Cibourg, et bon. Mais bon, on a pu faire une petite négo. Et du coup, donc alors là c'était très drôle parce que bon, appartement Pierre et Vacances avec, vous savez, le lit gigogne, la chambre qui fait 6 mètres carrés, une petite cuisine avec une baignoire, et voilà, très propre, de la gouttelette au mur, mais pas foufou quoi. Mais surtout, raid de piscine. Voilà, certains le connaissent, parce que je le montre souvent dans mes stories Insta. Parce que pour le coup, là-bas, j'aime bien y faire des ménages des fois. C'est quand même très sympa. Tu profites de la piscine. On profite de la piscine, on mange en bord de piscine, hop, je change un lit. Les petits sont très contents quand je les amène des fois là-bas, quand je dois remplacer ma femme de ménage. Des fois, ça reste agréable. Hein. Ouais, j'imagine. Et donc, du coup, je passe chez le notaire le jeudi. Jeudi après-midi, je vais chez Ikea, j'achète tout ce que je peux acheter. Le vendredi, je le pimpe avec un dessus de lit rose, de la nouvelle vaisselle un peu plus fun. Je fais des photos. Je mets l'annonce vendredi soir, samedi, il était loué pour tout l'été. Ah, cool. Alors là, ça a été fou. Efficace. Efficace. Comme voilà. Non, mais Karine, c'est ça, c'est l'efficacité, action-réaction, on y va, on perd pas de temps. Pourquoi perdre du temps ? Pourquoi perdre du temps ? C'est ce qu'on a de plus important dans la vie. Donc, Et là, ma mère me dit, mais attends, mais je croyais qu'on avait acheté un appartement pour y aller cet été. Ah, c'est ça que tu lui avais vendu. Mince. Maman, prends 1% du capital de la SCI, tu auras le droit d'aller passer les vacances. Bon, alors du coup, on y allait un peu en septembre. Mais ouais, non, ça s'était rempli très vite. J'avais loué pourtant plus cher que mes voisins parce que je savais qu'eux, ils étaient encore dans le mood Pierre et Vacances avec allocation à la semaine. Donc moi, j'avais fait... Là, j'avais pas de femme de ménage. Et moi, j'habite à une demi-heure de là. Cette année-là, on partait pas en vacances. Donc, c'était moi qui allais venir faire les ménages. Ça me gênait pas. On allait faire du surf après. Enfin, voilà, toute une organisation. De toute façon, aller au bord de la mer, c'est quand même plutôt sympa. Comme on dit des fois avec mes copines maman d'école, on habite là où les gens partent en vacances. C'est un peu la blague, mais bon. Donc, du coup, je m'étais tapé tous les ménages du coup, dans ce petit appartement. Et j'avais mis, je crois, 3 ou 4 nuits minimum. Voilà, je voulais quand même pas y aller toutes les nuits. Et du coup, j'ai pu louer plus cher que mes voisins qui ne faisaient que du samedi au samedi. Déjà, ça avait été une petite pirouette. Et puis, il est trop mignon cet appartement, différé encore. Alors, j'ai fait le différé sur tous, sauf le premier de Toulouse. Voilà. Différé. Donc, en fin de compte, on avait quand même un an et demi d'exploitation. Donc, si vous suivez du T5 de Pau, qui avait le différé. Donc, là, essayé un petit peu d'argent. Plus, on s'est fait l'été où on a super bien loué. Et du coup, je me suis dit, on va le repimper. On a mis du béton ciré, du coup, au sol. J'ai fait enduire. Là, pour le coup, on a délégué tous les travaux. J'ai jamais eu des travaux qui coûtaient aussi cher au mètre carré
Quentin ne m'en veut pas. Combien le mètre carré? Eh bien, j'en ai pour 20 000 euros de travaux pour 30 mètres carrés. Ce qui n'est pas très cher. Hein. Alors, ce qui n'est pas très cher, sauf que Bayonne, où j'ai tout refait, on a 85 mètres carrés, j'en ai pour 25. Ouais, mais enfin, quand on dit tout refait, si tu pètes vraiment tous les cloisons, que tu récures, t'enlèves tous les sols et tu retouches. Ah non, pas enlevé, j'ai poncé les sols, mais quand même, c'était beaucoup. Ouais, j'ai refait toute l'électricité, on a tout isolé. Non, ça a été la cuisine, toute la plomberie. Non, ça a été quand même. On a créé une cloison. Mais bon, du coup, pour moi, c'était. Moi qui rénove à 300, 400 euros du mètre carré, là, on n'y était pas. Mais c'est un petit bijou et on a quasiment l'été triplé le prix. Voilà. Parenthèse, hein, on peut rénover à 300 ou 400 euros du mètre carré. Ça devient plus compliqué aujourd'hui, hein, parce que tout a quand même pas mal augmenté. Et puis, c'est à peu près le coût des matériaux donc, quand vous faites une rénovation. Hein, donc, ça veut dire que la manœuvre, la plupart du temps, c'est vous qui la faites ou c'est un artisan vraiment très local du coin, etc. Mais ne vous imaginez pas à Lyon, à Marseille, à Nantes ou à Paris, rénover pour 300 ou 400 euros du mètre carré, c'est même pas le coût des matériaux. Donc voilà, je fais une parenthèse aussi pour toujours pas vendre trop de rêves. Oui, parce que les seaux de gravats qu'on me chiffrait 5000 balles pour les descendre, je l'ai fait moi pendant 4 jours. Hein. Voilà. Déjà une démolition, même sur un studio, c'est à peu près 3000 euros. Hein, donc, c'est ça. Voilà. Donc ça va. Oui, moi, ma spécialité, c'est d'avoir une voiture avec un attelage et une remorque. Tips, meilleur investissement, acheter une remorque. Vous n'avez pas regretté. C'est vrai. Entre les livraisons, parce que oui, Ikea livre, mais Ikea livre peut-être que dans 2 semaines. Sauf que vous, c'est demain qu'il vous faut les meubles. Donc voilà, faut savoir aussi. Enfin, j'ai été vite parce que j'avais quitté mon emploi, où j'étais en congé parental, et j'ai été vite parce que j'ai mis la main à la pâte et j'ai pas eu peur de travailler. Et que travailler pour moi, c'est pas quelque chose de moche. Donc et du coup, on allait beaucoup plus vite. Ouais, carrément. Ça a été ma force, ouais. Donc voilà, donc là, du coup, on achète ce petit appartement à Cibourg qu'on repime. Maintenant, il est tout mignon, là. Il fait carton plein l'été. Et l'hiver, on va dire de octobre à mars, je le loue en moyenne durée. Voilà, parce que j'ai pas envie de louer 30 ou 40 balles la nuit, d'avoir des ménages. Bon, là, maintenant, j'ai une femme de ménage. Hein. J'ai une société qui fait le linge et tout. J'ai fini par trouver quelqu'un. C'est pareil, sur la côte, il y a beaucoup de Airbnb, donc du coup il y a peu de femmes de ménage, c'est difficile de rentrer dans leur agenda et j'ai pu rentrer du coup. Voilà. Et là où on a été maline aussi avec maman, c'est qu'on a acheté dans une résidence de tourisme, donc dans l'acte de copropriété, dans le règlement, il y a bien écrit que c'est un meublé de tourisme. Et ce qui a juste été modifié depuis qu'il n'y a plus Pierre et Vacances en exploitant, c'est qu'on peut le louer en résidence principale. Et sur la côte, ça a tout son intérêt puisqu'ils font la chasse au Airbnb. Et là, à partir de... Bon, ça devait être là en juillet 2022, ça sera sûrement janvier-février 2023. On n'aura plus le droit d'exploiter les appartements Airbnb. Ah ouais. Si on n'a pas acheté un local commercial qu'on a transformé en résidence principale. Non, mais c'est fou. C'est infaisable. C'est infaisable. Donc, du coup, voilà, il y a garde d'avocat. Mais en tout cas, nous, on est tranquille parce que c'est une résidence dont la destination principale, c'est du meublé de tourisme. Donc, du coup, voilà, encore anticiper ça. Bon... On va pas dire que je vais pas me lancer des fleurs et dire que j'ai fait exprès, mais ça a penché dans la balance de prendre cet appartement plutôt qu'un autre qui était dans un petit immeuble tout mignon à Saint-Jean, une plus petite surface, à peu près au même prix, mais où je me suis dit, voilà, on risque d'avoir des problèmes, la copro, les va-et-vient, enfin voilà. On va aller mieux être dans un endroit où c'est fait pour, il n'y a personne qui habite en résidence principale, et tous les propriétaires, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent du coup exploiter leurs biens en courte durée ou eux venir pour les vacances. Donc, très clairement, le nombre d'appartements qui se louent comme ça sur la côte chaque été, je sais pas comment ils vont faire parce qu'en fait, si tu n'as plus d'offres de ce type d'appartement, tu n'as plus de touristes. Hein. Non mais voilà, les touristes, c'est ça. Ils vont ailleurs. Oui, non, mais... Donc je comprends que ce soit compliqué pour les habitants de devoir se loger parce que les investisseurs, faut augmenter les prix pour le coup parce que voilà, c'est le jeu, mais franchement, en même temps, ça fait venir du monde, quoi. Mais pas que, parce que moi, je leur dis, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour avoir eu ce débat avec des agents immobiliers ou des particuliers. Je leur dis, mais aujourd'hui, tu as un locataire qui rentre, qui paye pas. Tu mets quoi, 2-3 ans pour le virer ? C'est ça le problème. Pourquoi les gens ils font ? Parce que moi, mon appartement, oui, je loue très bien l'été. Mais ça, la mairie, elle s'en fout. Et voilà. Et comme je vous ai dit, moi, l'hiver, c'est 30 balles la nuit. Et c'est la moitié du calendrier. Donc au final, je loue à quelqu'un toute l'année à 800 €. Je gagne autant que de m'embêter l'été à faire des ménages et de pas le louer ou le chauffer pour rien l'hiver. Donc au final, cet appartement, moi, mon exemple, si je le loue à l'année, je gagne autant que si je fais ce micmac là de m'embêter. Sauf que j'en profite pas. Et le but, c'était que nous, on en profite. Et si moi je suis comme ça, les autres sont comme ça. Mais ils veulent pas faire rentrer quelqu'un à l'année. Ils veulent pas avoir de problème, de locataires qui payent pas, qui dégradent.
même si on tombe sur quelqu'un qui est vraiment sauvage en Airbnb, il reste 3-4 jours. En 3-4 jours, on ne saccage pas un appartement comme en 2 ans sans payer, quoi. Et tu les gères comment tes baux précaires du coup? Alors, c'est des beaux mobilités, c'est pas précaire. Non, mais, J'aide des personnes à venir s'installer dans la région. C'est beau. Je prends des profils que les gens ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas 3 fiches de paye. Disons que c'est des baux plus tournés bailleurs que tournés locataires pour une fois. C'est bail mobilité, ouais. C'est des baux de mobilité. Donc c'est quoi, 9 mois max ou... En fait, moi, ils me prennent juste la période hivernale. En fait, l'année dernière, j'avais un jeune couple qui venait travailler, elle chez Tribord et lui chez Quicksilver. Ils arrivaient de région parisienne, ils avaient démissionné tous les deux. Donc, c'était leur premier jour, là, je crois, c'était le 1er novembre, quelque chose comme ça. Et ils m'ont pris 6 mois, le temps qu'ils trouvent autre chose. Et c'est quoi les conditions pour pouvoir faire ce type de bail? Parce que tout le monde le ferait si jamais c'était... Ouais, alors c'est soit bail mobilité, donc c'est soit un étudiant, soit une personne qui est en mutation professionnelle ou qui arrive dans la région avec justement un CDD, un CDI, mais il est encore en période d'essai. Voilà, il faut que ce soit un besoin. Faut pas que ce soit quelqu'un qui soit en CDI et qui dit tiens, je vais changer, j'habite dans la même ville. Et voilà, par contre, même quelqu'un qui serait en CDI, moi je sais pas, sur Pau ou sur Toulouse, il change de boîte, il est muté du coup sur la côte basque, il a le droit du coup d'avoir ce genre de bail mobilité. Et donc le bail mobilité, juste pour être sûr de comprendre, c'est un bail qui a une date de fin qui est déjà connue. C'est 10 mois maximum. Elle est déjà connue. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas de problème, ça se reconduit pas tacitement comme un bail meublé ou un bail. C'est 10 mois maximum et voilà, ils font. Nous on avait fait je crois 5 mois et puis je crois que après on avait prolongé d'un mois ou deux parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Pareil, t'as pas le droit de prolonger. Mais je vais faire quoi? Je vais les mettre dehors parce qu'au mois de mars ils n'ont pas trouvé. Ouais. Non mais oui, il y a des trucs. C'est ça qui des fois, du moment que tout le monde est d'accord, moi je trouve que voilà, c'est un contrat entre 2 personnes. Et voilà, du coup on a fait 2 mois de plus et ça leur a permis, ils avaient trouvé un appartement qui serait libre que 2 mois après. Mais bien sûr que je les ai gardés 2 mois de plus. Oui, j'aurais pu faire un peu de courte durée c'est du coup pour les vacances de Pâques, quelque chose comme ça. Mais je les ai gardés. J'allais pas. Enfin, moi je me dis, ils m'ont permis de remplir et d'avoir un loyer l'hiver. Qu'est-ce que je vais les mettre? Enfin, voilà. Je suis un peu un propriétaire, je suis peut-être trop gentille, mais c'est normal. Mais du coup, voilà, tu te dis, moi, ils ont été cool avec moi, ils m'ont payé l'hiver, je vais pas les mettre dehors parce que je peux gagner un peu plus d'argent pour Pâques. Enfin, non. Donc, je les avais gardés jusqu'après les vacances, quelque chose comme ça. Ils étaient partis début mi-mai, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc après Cibourg, donc en même temps, en fait, par exemple, cette période de Covid, je me suis dit, il y a des opportunités à faire. Donc, j'ai acheté Cibourg avec ma mère et avec mon mari, on a acheté une très grande maison de 350 mètres carrés, Pays Basque intérieur, avec un escalier central comme je voulais, parce que moi je m'étais toujours dit j'aurais un petit hôtel, en fait ça me plaisait ce côté Airbnb. Et du coup voilà, c'est une grande maison dans laquelle du coup on a fait 6 appartements ou chambres, donc j'ai 3 chambres parentales comme des chambres d'hôtel avec salle de bain, toilette, et j'ai un T2, un loft et un studio. Voilà, et qu'on loue un peu en appart-hôtel, donc pareil, soit bail mobilité. On a eu une dame qui avait quitté son appartement sur Bayonne, elle devait aller habiter sur Dax et puis sa maison n'était pas terminée, il lui fallait 2 mois. Bon, pour le coup, ça, je sais pas si ça passait un bail mobilité, mais bon, fallait bien l'apprendre. Donc on a fait un bail mobilité de 2 mois. Voilà, on a eu des profils des gens qui arrivaient dans la région, ou alors on a des appartements qu'on garde que en courte durée et on a des commerciaux qui viennent à la nuitée. D'accord. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a à côté de la maison. Et dans la même rue, j'aime bien jouer au Monopoly. Du coup, donc, dans la même rue, j'ai acheté une autre grosse maison. Là, c'est mon projet de la rentrée là, de septembre. 600 mètres carrés dans laquelle je vais sortir 7 lots. Voilà. Et pour en revendre sûrement une partie ou tout, à voir comment ça se passe. Mais voilà, ça, c'est mon gros dernier projet. Ok, chouette. Donc, ça boucle... Tu peux nous donner quelques chiffres de manière macro? Donc là, du coup, donc tout ce que j'ai acheté avec ma résidence principale du coup compris, j'ai aujourd'hui presque 2 millions du coup d'achats immobiliers pour une valorisation autour de 3 millions. Ouais. Valorisation faite par des agences. Non, mais je veux dire, comment t'es passé de j'achète 2 millions et ça vaut 3? Alors j'achète 2 millions, c'est ce que j'ai emprunté. Donc c'est vraiment ce que je dois. J'ai 2 millions de dettes sur ma tête. Et comment ça vaut 3 ? Parce que du coup, j'ai dû refaire estimer tout mon patrimoine du coup, pour le comptable. Et on est autour de 3 millions. Mais comment tu l'expliques ? Je veux dire, cette survalorisation, c'est juste le marché c'est le marché qui a augmenté. Ou c'est parce que tu as bien acheté? Alors, ou c'est parce que tu as fait les travaux? J'ai bien acheté et le marché a augmenté. Sur Bayonne, la côte basque, ça a vraiment boosté, quoi. Sur Bayonne, je dois être à quasiment x3. Ah ouais. Ouais. Ça a été fou. Ouais. Ça a été fou. Après, j'ai acheté dans un endroit aussi où on a le tram-bus. Donc voilà, ça a apporté c'était pas pricé.
Plus ces travaux, là, il est tout mignon, il y en a 2 salles de bain. Enfin voilà, j'arrive à avoir un bien un peu atypique. Ma résidence principale, ben voilà, on savait aussi qu'on avait bien acheté. On a acheté en 2018. Pareil, elle a quasiment fait x2. Et puis voilà, et puis comme on a acheté l'autre Pays Basque intérieur, c'était une ruine cette maison. Elle valait rien, personne n'en voulait. Bon, bah maintenant elle est valorisée, et elle est même peut-être valorisée plus que ce qu'on pense. On reste toujours sur des estimations un peu basses. Mais voilà. Après, le but, c'est pas de tout vendre là, mais voilà, ça donne une idée. Comme il fallait donner des chiffres, voilà. C'est très bien de donner des chiffres. Les gens Voilà. attendent ça. Je suis sûr que vous attendez tous des chiffres. Donc, alors, on va parler de chiffres aussi, puisque il va nous rester 10-15 minutes max. Mais j'aimerais bien que tu nous parles de tes projets de maintenant. Alors, tu fais x3 sur Bayonne avec l'immobilier, et du coup je me dis mais pourquoi tu vas aller t'embarquer dans des trucs de crypto où on comprend rien. Franchement, c'est un langage à part, c'est des extraterrestres, c'est hyper risqué, mais il y a des gros rendements. Tu peux nous en parler de tout ça, Ouais. en essayant de vulgariser un peu le truc? Alors Bitcoin, moi j'ai rencontré Bitcoin début 2017. Voilà, pareil, toujours avec Google étant mon ami. Voilà, ça c'était même avant 2017. Ouais, donc c'était pendant l'allaitement de mon fils, quoi. Voilà, donc encore Google m'avait présenté Bitcoin. C'est fou. C'est fou. Mais pour en acheter, il fallait recherchant donner... toujours des problématiques maternelles, quoi. Moi j'ai quelqu'un derrière l'ordinateur là, dans mon Google là, qui se dit faut jamais être sur des chemins. Ah ouais. Mais pour en acheter, il fallait envoyer des sous en dollars à quelqu'un qui était aux États-Unis, qui achetait pour toi, qui te renvoyait. Voilà, compris. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Je comprenais Bitcoin, je comprenais l'intérêt que pouvait avoir une nouvelle monnaie, du coup, décentralisée, mais bon, du coup, j'ai rien fait. Et en 2020, Covid, Bitcoin rechute, et là, je me dis, bon, il y a un truc à faire. Et donc, du coup, je me suis formée. Et du coup, je suis tombée dans cette finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi, où du coup, on se dit, voilà, c'est un système du coup, financier alternatif, et où on est décentralisé sans intermédiaire. En gros, la finance décentralisée, pour comparer, en fait, on a ce qu'on dit des pools de liquidité, où aujourd'hui, on achète du Bitcoin versus du dollar ou versus de l'Ethereum. Les gens qui ont cette monnaie-là le mettent dans une pool de liquidité, permettent de faire ces échanges, et comme ils ont permis avec leur argent de faire ces échanges, ils sont rémunérés. Aujourd'hui, toi, tu as de l'argent sur ton compte bancaire j'ai rien, moi. à la banque. Non, j'ai pas rien. Oh, tu as bien 500 balles. Voilà, si on a de l'argent sur nos comptes bancaires, la banque fait ça. La banque a des pools de liquidité, elle travaille avec notre argent, elle refinance, on ne gagne rien. On a des frais bancaires. Oui. Mais on ne nous donne pas. Moi, les frais bancaires que j'ai, par exemple, avec mes étudiantes mexicaines, elles payent 30 balles, je paye 30 balles. Sur un loyer à 450 €. Que finance décentralisée, on est payé pour mettre à disposition de l'argent. C'est novateur. Moi, c'est quelque chose du coup qui... C'est que la rémunération de l'intermédiaire, c'est toi qui la prends en fait. Exactement, c'est ça. Tu mets à disposition des liquidités. Voilà. Comme tu mets à disposition de la liquidité, et du coup, tu es rémunéré pour mettre à disposition du coup, de la liquidité. Et du coup, ça permet de faire des transactions, d'être rémunéré, de faire un placement en gérant ton épargne, du coup, parce que tu as des rendements. Et après, il y a toute la partie spéculation qu'on peut avoir sur les différents projets. Alors, ce qu'on appelle souvent le Web 3. Web 3, pour expliquer un peu ce que c'est. Web 1, en gros, c'est les années 2000 où on n'avait que de la lecture, on pouvait lire la météo et aller chercher un numéro dans les pages jaunes. Hein. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Web 2, c'est lecture-écriture. Participatif. Donc, je peux écrire un blog, c'est Instagram, je partage mes informations. Et Web 3, c'est lecture-écriture, mais tout le contenu que je poste, il m'appartient et je peux être rémunéré pour ça. Alors, un exemple, souvent quand j'explique un peu le Web 3, dans le gaming, souvent ça parle. Tous les jeunes jouent à Fortnite. Aujourd'hui, les jeunes ont des personnages avec plein d'armes, des carapaces, des combinaisons, j'en sais rien. Mais ils ne peuvent pas monnayer leur personnage. Donc, quelqu'un qui commence dans le jeu Fortnite, il commence avec 0. Demain, il pourrait racheter du coup un personnage et la personne qui a fait évoluer son personnage peut être rémunérée pour le temps passé sur le jeu. Et ça, c'est nouveau. Et voilà. Et donc, voilà, toute cette partie Web 3, voilà, où on devient du coup, tout ce qu'on poste et tout ce qu'on produit, on est rémunéré pour ça. Voilà. Donc, oui, il y a une partie spéculation. Mais comme moi, je suis toujours très sécurisée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'argent de l'immobilier, donc j'ai
j'ai investi, j'ai fait les travaux, j'étais chez le notaire, ça je l'ai fait qu'une fois, et puis les rendements ils tombent. Donc en fait, je me suis dit, t'as ces rendements, toi, moi je vis hyper chichement, quoi. Ceux qui me connaissent, voilà, je dépense pas grand-chose. Donc du coup, j'avais cet argent un peu à disposition et je me suis dit, du coup, tu vas investir cet argent, cet argent que tu n'as eu pas gratuitement, mais dans la crypto. Et donc du coup, en fait, j'ai investi avec de l'argent qui ne m'appartenait pas. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais ça t'appartient, c'est ton revenu en fait. Ça m'appartient, mais c'est le fruit de ton travail. Mais c'est différent, voilà. Et donc du coup, voilà, cet argent a fait de l'argent. Et j'ai compris. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris que quand tu as de l'argent, tu peux avoir de l'argent. L'argent a fait des petits et l'argent a fait des petits. Donc du coup, voilà, moi et d'autres qui sont rentrés en 2020, moi, je ne suis pas forcément un génie. On s'est retrouvés du coup avec des plus-values du coup crypto, qui reste du coup dans cette blockchain, voilà, qu'on ne sort pas parce qu'on peut sortir l'argent, hein, on a flat tax. Mais moi, je crois à ce monde après, je crois en Bitcoin, donc je veux avoir cet argent disponible pour plus tard. Et du coup, avec un de mes amis là sur Pau, qui lui a eu des soucis en marchand de biens, voilà, ou même en tant qu'entrepreneur, où il lui fallait encore un petit peu d'argent, ou on s'est dit en fait pourquoi on ne serait pas notre propre banque, quoi, où du coup on aurait des fonds avec plusieurs marchands de biens, on va s'associer et on aurait des fonds, on pourrait payer cash parce que voilà, dès qu'on paye cash, on peut négocier, ça va plus vite, faire des flips, achat-revente le même jour, c'est bien quand ça se passe, quand tout est aligné, mais des fois il se passe 3 semaines d'écart. Il faut bien avoir payé chez le notaire avant, quoi. Donc, en parlant de tout ça et en peignant mon appartement cet été, parce que du coup, quand je peins, je travaille, je fais travailler mon cerveau. Du coup, je me suis dit... Tu peins pas trop mal d'ailleurs, hein, parce que tu m'as aidé à peindre une chambre hier. Je t'ai réquisitionné pour ça, désolé d'ailleurs. Mais, Avec plaisir. Et du coup, donc, l'idée est partie de là, de se dire, voilà, on est plusieurs marchands de biens, certains vendent des appartements ou des immeubles, on va se retrouver avec un peu de cash de plus-value, c'est beaucoup mais pas beaucoup, mais si on est tous ensemble, ça peut faire beaucoup. Et moi, je leur dis, moi, il y a cette partie crypto qui me plaît. Et voilà, donc cet été, j'ai été au Surfing Bitcoin organisé par Stackinsat sur Biarritz. Et puis, j'en ai parlé de mon projet. Et donc, du coup, voilà, on est en train de monter un fonds d'investissement marchand de biens. On ne sait pas trop comment on va l'appeler parce qu'il ne faut pas être embêté par l'AMF. Et voilà. Où du coup, on aura des actionnaires qui vont investir avec nous soit en stablecoin, donc en crypto-monnaie, soit en euros. Stablecoin, c'est la crypto-monnaie qui est indexée sur euros ou dollars. Ouais. Exactement. Qui du coup, donc, ne bouge pas trop, quoi. Et du coup, voilà, donc on est en train de monter du coup... tout un processus pour accepter du coup cette crypto-monnaie pour faire du marchand de biens. Donc en gros, voilà, cette solution qu'on est en train de développer, c'est que des gens qui aujourd'hui ont de l'argent en crypto, on est en bear market, il ne se passe rien, vous investissez avec nous, vous devenez actionnaire, vous avez un rendement et on vous le rend avec un dividende, quoi. Voilà. Et là où je veux le rendre la chose un peu plus fun, c'est voilà, je voudrais qu'on ait un NFT, que les actionnaires du coup soient quand même assez participatif. Bon, tout le monde ne le sera pas. Il y en a certains qui vont dire, voilà, tiens, mon ticket d'entrée et rendez-vous dans 2 ans. Mais d'autres voudront aller plus loin et nous aider à trouver des biens ou trouver des projets Web3. Mais du coup, voilà, avec ce NFT et ces smart contracts qu'on aura derrière, ils auront des dividendes ou des accès à certains événements différents suivant leur implication et l'argent qu'ils font gagner en fait au fond. Parce que l'argent qu'on gagne, si on en gagne grâce à eux, c'est normal qu'ils aient plus. Donc toujours un peu ce méritocratie aussi. C'est quoi du coup votre modèle de rémunération du coup sur le fond justement? C'est ce qu'on est en train de voir. Ouais. Tout ça on est en train de voir. T'as pas rien n'est encore. Oui. Tout n'est pas encore. Parce qu'en fait c'est le fait qu'on accepte la crypto dans le fond, le fait qu'on fasse et du marchand de biens, de la DeFi, du Web3. En fait, les avocats, ils se tirent un peu les cheveux parce que soit tu es un fonds d'investissement et tu es régulé, et sûrement qu'on le sera parce que moi, j'ai vocation à avoir un gros fonds et être régulé. Mais pour être régulé, il faut un déontologue, il faut une équipe. Bon, déjà que nous, on ne se paye pas pour l'instant à réfléchir à tout ça. On n'a pas les moyens d'avoir une équipe. Donc, du coup, voilà, on le sera et je suis sûre qu'on le sera. Mais voilà, et puis montrer ses preuves aussi pour faire entrer d'autres actionnaires. Donc, du coup, ils ne savent pas trop, voilà, est-ce qu'on est un fonds, est-ce qu'on est du marchand de biens, est-ce qu'on fait travailler la trésorerie? On serait peut-être un peu sur ce modèle-là, en se disant, voilà, les gains qu'on a en marchand de biens, une partie est reversée tout de suite en dividende et une autre partie est investie en private equity. Private equity, on investit aujourd'hui, soit on perd tout, soit on gagne très gros dans 2, 3, 4 ans. Donc, en fait, c'est aussi des modèles de rémunération différés. Enfin, c'est des temps de rémunération différents, pas différés, mais différents. Du marchand de biens, on sera sur du 6-12 mois ou voire un flip en 48 heures.
du private ou du Web3. Ouais, t'es plus 5 à 10 ans sur private equity. Ouais. C'est un peu plus long, quoi. Ouais, quand même. Enfin, ouais. Ça dépend de la maturité de la société. Mais... Disons que voilà, donc moi, ça me passionne. Voilà, j'ai rencontré des investisseurs passionnants et des projets auxquels je crois et dont on aura besoin dans le futur, quoi. Ok, bon, mais chouette. Donc ça, on va suivre ça de près dans les semaines et mois à venir. Si vous voulez me contacter, voilà. Là, on est début septembre. Voilà, on va finaliser avec les avocats courant septembre pour faire rentrer. On fait un premier batch du coup pour faire rentrer les actionnaires là, entre octobre et décembre pour vraiment commencer en janvier. Voilà. Ok, chouette. On devait parler de couches lavables, mais du coup, on n'a pas trop eu le temps. Mais tu peux nous donner une petite anecdote? Alors, ma blague, c'est qu'on dit toujours que les enfants coûtent de l'argent, mais moi, mes enfants, ils m'en ont rapporté, notamment avec les couches lavables et les poussettes. Mon mari, j'étais toujours en train d'acheter des poussettes. J'achetais des poussettes moches, sales, que je lavais, que j'utilisais. Et puis, je me dis, oh, non, c'est pas ce modèle que je veux. Et je les revendais le double ou le triple que ce que j'avais acheté. Alors, c'était ma petite cagnotte Le Bon Coin. Hein. Ouais. C'est pas foufou, hein. Mais c'était un peu mon premier jeu de marchande, quoi. Voilà. Pour une partie écolo, voilà, j'ai allaité mes petits. J'ai mis des couches lavables. Mais voilà, les couches lavables, ça coûte un bras. Hein. C'est 30-40 balles la couche. Et il en faut, hein, parce que bon, on va pas dire on en a 3 et puis on les lave au fur et à mesure. Quoi. Donc du coup, sur Le Bon Coin, on était à Toulouse. Donc il y avait pas mal de mamans à qui on avait offert des couches lavables, qui n'avaient aucune idée du prix, qui juste s'en débarrassaient à 3-4 balles. Donc elles étaient neuves ou quasi neuves. Et voilà, je m'en suis servi pour 2 enfants. Et je les ai revendues, pareil, 3, 4, 5, 6 fois plus cher que... Donc voilà, je suis très contente. Donc j'ai eu mon côté un peu écolo de me dire bah voilà, mes enfants n'ont pas rempli les poubelles et les déchetteries de couches parce que voilà, faut savoir que les couches absorbent énormément l'humidité et elles continuent à absorber. Donc du coup en déchetterie, ils arrosent les déchets à cause des couches lavables. Ah ouais. Enfin à cause des couches d'enfants, les Pampers qui absorbent trop parce qu'il faut de l'humidité pour que ça pourrisse. C'est fou, hein. Donc du coup j'ai dû acheter 3-4 paquets de couches standards parce que des fois il faut, hein, je vais pas vous dire pourquoi, mais il vaut mieux que ce soit pas lavable. Où on part, ou voilà. Mais du coup, ouais, ça a été un peu mon petit business quand j'ai eu Clément. Alors, ça prend de la place, hein, faut aussi avoir un placard. On s'en rend pas compte parce que ça devient un peu addictif. Il y a des couches de couleurs, avec des formes de vaches, avec des... Voilà. Donc, ça prend de la place. C'est tout un concept, un marché parallèle. Voilà, et je sais que moi, voilà, on rigole souvent, mais voilà, moi, j'aime bien avoir tous ces petits tips, enfin, tout... arriver à vivre et gagner de l'argent pour des choses qu'on aime bien, quoi. Là, récemment, je me suis acheté une nouvelle voiture électrique. Et voilà, quand j'avais fait mon plan de financement, donc le gasoil devait être à 1,20 €, quelque chose comme ça. Donc, j'y mettais 300 € par mois. Aujourd'hui, je mets 50 € d'électricité. Ma voiture, elle me coûte 500. Donc, on se dit, bon, bah, du coup, tu mets 250 € de ta poche. Eh bien, non, parce que mon C4 Aircross, il me le reprenait une misère. J'ai dit, je le garde. Je l'ai mis en location, donc il est à la gare de Saint-Jean-de-Luz. Donc si vous venez à Saint-Jean-de-Luz, peut-être que vous aurez l'Aircross de Mamie Investor. Et donc j'ai mis avec une conciergerie avec qui lui travaille avec Drivey. Il me verse entre 300 et 600 € par mois. Ah ouais. Donc en gros, j'ai une voiture neuve électrique et je gagne de l'argent. Comme quoi, avoir une voiture neuve. Je pense qu'on a tous chez nous des choses, des objets, etc., qu'on peut utiliser, qu'on peut rentabiliser, exactement. qu'on peut, en tout cas dont on peut optimiser l'usage. Oui. Et notamment trouver finalement un modèle économique et le rendre un peu plus lucratif, quoi. Mais c'est vrai que cette voiture, franchement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. D'ailleurs, ça me donne des idées à titre personnel, effectivement. Et du coup, le rendement est encore plus fort parce qu'on est à quoi, à 1,90 €, 2 € le litre, alors que moi, à 1,20 €, c'était 300 balles que je mettais dedans à 1,20 €. Ouais. Donc, oui, là, c'est encore plus. Ouais. C'est encore mieux. Mais c'est vrai que j'avais un copain, je me souviens, chez Airbus, là, il avait un garage énorme avec plein d'outillages et en fait, il passait son week-end, tous les vendredis soirs, il recevait des gens chez lui qui venaient chercher perceuse, machine pour laver les moquettes, échafaudage pour tailler la haie, enfin voilà, des choses qu'on n'achète pas parce qu'on en a besoin qu'une fois par an ou de temps en temps, mais il se faisait un bon complément de salaire quand même. Hein. Il était devenu le kiloutou de... T'as pas ça, t'as pas une brosse... Voilà, que des choses un peu timides. Il avait une machine à barbe à papa, mais voilà, qui lui achetait dans des vides-greniers et qui monnayait. Et tous les week-ends, voilà, il y avait la queue devant chez lui pour venir chercher des spots. Il y avait des spots, des enceintes, des gens qui faisaient des fêtes. Voilà, on n'a pas besoin de tout ce matériel. Voilà, pourquoi acheter ? On dit que dans la vie d'une perceuse, je crois qu'elle fonctionne que 12 ou 15 minutes. Ben oui, effectivement, on perce un trou, c'est quoi, 30 secondes ?
Ouais, enfin nous on s'en sert un peu plus, mais dans l'idée, les investisseurs IMO s'en servent. Dans l'idée, voilà, quelqu'un qui bricole un petit peu, non, il se clair, dit bon, c'est clair. voilà, j'ai 2-3 petits trous à faire pour mettre un tableau, bon bah je vais la louer quoi. Donc vous allez chez le copain et voilà, il gagnait 10-20 balles. Ouais, mais c'est quand on a le temps de s'en occuper, effectivement, c'est un bon moyen, je pense, d'arrondir ses fins de mois ou de voir, de professionnaliser, comme tu dis, le kilo tout du quartier là, et d'en faire même un modèle de rémunération. Ok, chouette. Donc pour poursuivre toutes ces aventures, tous ces rebondissements et toute ta vie, parce que tu partages pas mal de bouts de ta vie, notamment sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te joindre et comment on peut te joindre et pourquoi on devrait te joindre? Alors, moi je suis donc Mum Investor, c'est mum.investor sur Instagram. Voilà, moi j'ai découvert Instagram il y a 3-4 ans quand j'ai commencé à faire un peu pas des vlogs, mais raconter ma vie de maman qui fait des travaux et qui gère ses enfants, voilà, pour un peu inspirer les femmes. Et je me rends compte que j'inspire aussi beaucoup les hommes. Ouais, je pensais pas, mais en fait, ils trouvent ça chouette et ils se disent, ouais, elle arrive à jongler. Et j'ai rencontré quelqu'un chez toi, justement, avant-hier, qui me disait, mais ouais, je dis, mais qu'est-ce que tu penses de moi? Parce qu'il me connaissait pas, il me connaissait que de Mum Investor. Et il me dit, bah, on se rend compte que, ouais, t'arrives à te bouger, à avoir ta maison, tes enfants, mes ponettes. Pour ceux qui savent, j'ai des ponettes. Petite ponette Shetland, tous mes apparts, et je continue à investir. Tu les loues tes ponettes ou pas? Tu les loues tes ponettes? Alors, je les loue pas, mais j'aimerais apprendre à faire de la calèche avec elles. Et l'idée, il ne faut pas que mes mamans d'école écoutent ça, mais j'aimerais les déguiser en reines pour le marché de Noël. Ah ouais. Et qu'on fasse le traîneau du Père Noël. Okay. Peut-être tu pourrais faire des balades touristiques pour tes Airbnb aussi, non? C'est ça. Ouais, en calèche. Donc c'est le plan de leur mettre un petit attelage et de leur mettre des cornes sur la tête pour le marché de Noël pour le village. Ok. Et donc, du coup, voilà, donc Mum Investor sur Instagram, je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions dans l'investissement ou autre, voilà, j'adore partager. Et plus vous venez me voir avec des questions, plus ça me plaît. Et puis, si vous êtes intéressé par ce fonds, voilà, si vous avez soit des euros qui dorment et vous voulez pas les laisser en banque, vous voulez faire des projets. Voilà, moi, de par maintenant tous les contacts que j'ai, le but, c'est que moi, j'investis à titre personnel, mais ça reste des petits montants. Et le but, c'est de faire partager, du coup, tous les super coups que j'ai pu faire à d'autres investisseurs. Donc, du coup, voilà, c'est investir à mes côtés, soit en euros, soit en crypto-monnaie, parce que vous avez des gains et vous ne savez pas quoi en faire. Vous voulez attendre le bull market, voilà, vous pouvez venir les placer avec nous et vous repartir avec un dividende. Et voilà, tout ça, on en saura plus. Donc, voilà. Bon, impeccable. Je profite pour vous rappeler aussi que vous pouvez vous abonner à la page du podcast. Donc Money Tree Podcast, ça c'est le pseudo sur Instagram. Sur LinkedIn aussi, vous pouvez taper Money Tree Podcast. LinkedIn pour ceux qui le savent pas, parce qu'on a tellement d'indépendants ici, peut-être qu'ils savent même pas que ça existe comme réseau social. On en parlait hier, ouais. Mais ça existe et ça bouge beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-dessus. Voilà pour les réseaux. Vous pouvez me suivre aussi à moi si vous voulez. Julien_invest, mais je pense que les gens qui écoutent le podcast du coup sont déjà abonnés pour la plupart. Merci Karine, c'était super chouette. Merci à toi, c'était très sympa de partager. Du coup, on a profité de ta venue à Toulouse pour t'occuper justement de ta coloc Bollywood, comme tu dis, pour faire une soirée entre investisseurs à la maison. Donc ça, c'était chouette. Ouais. Et pour enregistrer ce podcast et faire un peu de peinture accessoirement. Voilà. Parce que bon, on peut profiter de la piscine. J'avais mon t-shirt Tintin et mon pinceau, donc voilà. Voilà. Il m'a embauché. Après les pina coladas au bord de la piscine, c'est bien beau, c'est bien. Et les mojitos fraises, c'est bien. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais voilà, c'était bien aussi qu'on puisse partager ces moments d'investisseurs immobiliers. Voilà. Avec plaisir, c'était un vrai plaisir, merci. Donc merci à toi, merci à tout le monde d'être là. On est de plus en plus nombreux sur ce podcast. Enfin, je dis ça, mais en même temps, je regarde pas trop les stats parce que je le fais plutôt pour le plaisir et pour le partage. Mais on est nombreux. Voilà, mais on est nombreux et on le sera de plus en plus parce qu'on aura toujours de chouettes invités qui nous partagent leur expérience. Ils sont tous différents, ils ont tous des expériences différentes et c'est ça qui est chouette. Voilà, on vend pas de la formation ici, on vend que du vécu. À très bientôt à tout le monde. Merci beaucoup et n'oubliez pas aussi de nous laisser un commentaire, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça fait toujours plaisir et je ne vous lis pas assez, donc je vous le rappelle. Merci beaucoup, à très bientôt, bye bye. Au revoir. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.
Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.